Lundi 21 novembre 2022, bonjour et bienvenue à tous au rendez-vous du 13h dont voici le sommaire. Plusieurs décisions à l'issue du 18e sommet de la francophonie. La vice-présidente de la République, Mariam Tchabi Talata, a conduit la délégation béninoise. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération nous fait le point dans ce 13h. Un pôle d'innovation et de technologie pour accompagner étudiants et chercheurs à l'université d'Abomey-Calavi. Le projet Timbuktu du PNUD, les travaux sont lancés. On en parle dans ce 13h. Législative 2023, les partis s'activent à mettre les candidats en ordre de bataille. Le bureau FCBE de Boycon affûte ses armes. Aziz Alagbe nous en rend compte dans ce journal. On démarre avec le 18e sommet de la francophonie qui a pris fin à Djerba en Tunisie. Plusieurs décisions en sont issues. La délégation béninoise y est conduite par la vice-présidente de la République, Mme Mariam Tchabi Talata. Que retenir des travaux? Suivons les propos du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Il est au micro de Jérôme Humbo. D'abord, la secrétaire générale de cette organisation, Mme Louise Mouchiki-Wabo, a été réélue par acclamation compte tenu de son bilan. Le deuxième élément, c'est le lieu du prochain sommet, du 19e sommet, qui aura lieu en France. Le président Macron a annoncé cela puisque la France avait posé sa candidature. Et nous avons, en tant que Bénin, fait savoir qu'au nom de la règle qui permet d'alterner les continents pour la tenue des sommets, nous avons souhaité que le prochain sommet en Afrique ait lieu au Bénin. C'est un souhait du président de la République que j'ai partagé dès mon arrivée ici. J'ai confirmé, je dois dire, puisque je l'ai exprimé déjà depuis plusieurs mois. Et donc j'espère que nous allons travailler pour que le sommet, le 20e sommet donc, de la francophonie ait lieu dans notre pays, qui est tout à fait prêt et en train de s'apprêter aujourd'hui à accueillir des rencontres internationales au titre de ce tourisme d'affaires que nous essayons de promouvoir. Le sommet a adopté un certain nombre de déclarations. La première, c'est que le sommet s'est préoccupé des crises qui ont lieu, ce qui se déroule dans ces pays, dans plusieurs de nos pays, particulièrement les pays du Sahel. Le discours du président Kais Saïed et celui de la secrétaire générale de la francophonie l'ont bien mis en évidence. Nous avons aussi adopté une déclaration sur ce qu'on appelle l'espace économique francophone pour faire en sorte que les pays membres de la francophonie puissent travailler ensemble, que cet espace qui ne représente que 8% du PIB du monde puisse augmenter sa capacité. Et nous avons aussi travaillé sur tout ce qui peut favoriser les mobilités au sein de l'espace francophone. Donc, en somme, c'est un sommet qui a permis de faire un pas de plus dans le cadre de la francophonie économique, un pas de plus dans le cadre du dialogue politique au sein de la francophonie. La vice-présidente de la République a rencontré aujourd'hui le président de la Slovénie parce que ce pays souhaite établir des relations avec le Bénin, souhaite approfondir les échanges entre nos deux pays, puisque vous savez que la Slovénie, c'est un nouvel État qui découle de l'ancienne Yougoslavie. Moi-même, avant l'arrivée de la vice-présidente, j'ai eu à signer un accord de coopération, un mémorandum de coopération entre le Bénin et l'Arménie, puisque l'Arménie a envie de s'ouvrir un peu plus vers l'Afrique et nous avons travaillé grâce à l'ambassadeur auprès des Nations Unies, nous avons travaillé à préparer cet accord que nous avons conclu ici, que nous avons signé. Cela sert de cadre pour des accords plus spécifiques dans des domaines plus précis, comme la formation technique et professionnelle, comme les échanges commerciaux. Et j'ai aussi également eu un entretien avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la Serbie. Nous avons lancé depuis quelque temps une diversification de nos relations et les pays slaves sont des pays avec lesquels je pense que nous devons approfondir nos relations. Donc mes conversations avec ces deux ministres ont été de qualité. Évidemment, d'un point de vue informel,
eu un non-entretien avec ma collègue Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères du Canada. J'ai eu des conversations aussi avec des collègues ministres des Affaires étrangères des pays africains, particulièrement ceux qui sont avec nous dans le cadre de la CEDEAO, en train de réfléchir sur le type de réponse que l'on peut apporter pour juguler les crises auxquelles nous sommes confrontés. Allons à Parakou pour suivre cette séance de restitution de l'enquête sur la prescription des antibiotiques au CHUD Borgo-Alibori. Le monde de la santé s'y est retrouvé à l'occasion de la semaine pour un bon usage des antimicrobiens afin de réfléchir à comment améliorer la prescription des antibiotiques dans nos hôpitaux. Reportage. Une rencontre pour jeter les bases des bonnes pratiques en matière de prescription d'antibiotiques au CHUD Borgo-Alibori. Tout est parti d'une enquête dont voici le résultat. Sur 102 malades enquêtés, on a vu que 70% étaient sous antibiotiques, ce qui est énorme. Mais la question n'est pas là. Est-ce que c'est justifié? Toute la question est là. Pour savoir si c'est justifié ou pas, il faut voir les diagnostics posés. Nous avons vu que sur les 189 prescriptions d'antibiotiques, c'est seulement dans 10 cas qu'on a fait un prélèvement pour envoyer au laboratoire. Ce résultat n'est pas reluisant. Et quelles en sont les causes? Le principal problème qui fait que les collègues ne prescrivent plus les bilans, les analyses, c'est d'abord qui va payer. Le deuxième élément, comme vous avez vu, il y a très peu d'hôpitaux béninois qui offrent un plateau technique pouvant faire des examens microbiologiques de taille. Que faire face à une telle situation? L'agent de santé doit apprendre et réapprendre à toutes les occasions la manière ou les bonnes manières d'utiliser ces molécules. Puisque si ces molécules arrivent à ne plus être efficaces, ça met en danger la vie humaine. Et des milliers de personnes meurent aujourd'hui parce que les antibiotiques ne marchent plus. Ils ne marchent plus parce qu'on les prescrit, on abuse d'eux. On ne les prescrit pas parce que c'est toujours nécessaire, on ne les prescrit pas parce que c'est toujours utile, on ne les prescrit pas parce que c'est toujours indiqué, mais on les prescrit parce qu'on a peur de se tromper, on les prescrit parce qu'on a peur de mourir d'infection. Or, toutes les infections ne sont pas d'origine bactérienne. Et on n'utilise que les antibiotiques lorsqu'il s'agit d'infections bactériennes. Et même dans les infections bactériennes, ce n'est pas toutes les infections bactériennes qui nécessitent d'antibiotiques. À l'issue de la séance, le directeur général du CHUD Borgo-Alibori a déjà une idée précise de ce qu'il doit faire. Nous allons nous asseoir pour réfléchir et réécrire donc le référentiel qui sera sûrement adapté à chaque service. Et donc, en ce moment-là, personne ne va plus se lever et prescrire n'importe comment un antibiotique. Donc, lorsque ce sera prescrit, ce sera réfléchi, ce sera bien fait pour que ce sera utile. Voilà. Et comme ça, ça va permettre à ce que ça soit bien conservé. Le potentiel qu'on a par rapport à ces médicaments-là soit respecté et conservé. Une révolution qu'on peut déjà saluer en attendant de l'apprécier au résultat. Une incursion dans le monde des producteurs agricoles. Nombre d'entre eux ont plus de facilité aujourd'hui pour égrener le maïs après sa récolte. Par exemple, fini la pratique traditionnelle consistant à passer des mois à battre le maïs entassé dans des sacs pour obtenir des grains. Les producteurs disposent désormais d'outils modernes. Une révolution agricole qui a suscité la curiosité de notre correspondante dans la Liborie. Pierrette Adayossi, Jiska Akovi, nous explique le fonctionnement de cette machine. Égreneuse multifonctionnelle. C'est le nom de cette machine qui sépare les spates des épis et libère les graines du maïs en un laps de temps. Très pratique et facile à utiliser. Cette merveille vient mettre fin aux pénibles travaux de post-récolte des producteurs. Elle réduit la durée de travail et accélère aussi la production, ce qui facilite la tâche aux producteurs. Avant, on ne peut même pas avoir, disons, 5 sacs par jour. Avec cet appareil, ça enlève tout en même temps. Ça nous permet d'être plus,
disons, efficace, quoi, la rapidité. En une journée, on peut faire un sac, même si à 150. Ça dépend de la rapidité de notre appareil même. Dans le souci de booster la production agricole et d'en améliorer la qualité, le gouvernement a d'ailleurs doté plusieurs coopératives villageoises des équipements du genre. Mais le besoin est toujours là. Cet appareil, on loue ça. Et en fonction du prix, on fait ça 500 par sac. Même si le gouvernement ne peut pas octroyer ce don à tous les paysans, s'ils peuvent en avoir ces machines et nous octroyer ça à des prix bas pour que chaque agriculteur puisse avoir sa machine à part pour le travail. Les producteurs sont convaincus que l'avènement de ces machines est gage d'un avenir radieux. Grâce à ces outils, ils verront leur production doubler, voire tripler à moindre coût. À Natitengu, plusieurs rues asphaltées sont désormais électrifiées. Une réalisation qui entre dans le cadre du programme d'action du gouvernement actuel qui fait déjà la fierté des populations de cette localité. Ousseini Adeleke et Wenceslas Samoimon ont fait un tour dans cette ville dans la nuit du samedi. L'obscurité est désormais chassée dans la ville de Natitengu. Plusieurs rues des 3 arrondissements de cette ville, Boriruri, Gantaborifa et Chirimina, asphaltées il y a de cela quelques mois, sont totalement électrifiées. Avant, à l'heure là, il n'y avait pas tout ce monde-là qu'on voyait. Il y avait la poussière qui embêtait et tout et tout. Bon, aujourd'hui, on a la lumière. Et les bonnes dames, voilà, peuvent rester jusqu'à tard la nuit pour vendre. Je pense que celui qui a parlé, celui qui a œuvré pour que cette lumière soit placée ici dans ce quartier ou bien dans cette ville et même au-delà de cette ville, c'est une personne à qui on doit tirer chapeau. C'est bien œuvré. L'État, c'est bon. Nous sommes tous très satisfaits. Même les coins reculés qui étaient dans l'obscurité, maintenant tout est éliminé, c'est bien. Vraiment, Natitengu actuellement est éclairé un peu partout. Vraiment, nous avons vu quand même assez de merveilles dans Natitengu, ce qu'on n'a jamais vu depuis des décennies. On sait à quoi ressemblaient ces endroits-là il y a encore quelques années. Et c'est dans tous les arrondissements urbains de la ville qu'on a bénéficié. Avant Talon, on n'a pas eu des choses comme ça. La réalisation de ces ouvrages qui font désormais la fierté des populations de Natitengu s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon dans le domaine de l'énergie. Merci pour tout ce qu'il a fait. Surtout pour nous avoir donné une bonne route et aussi de la lumière. Ah D'abord, depuis un certain temps, on n'entend plus parler de l'insécurité comme ça. Déjà, ça nous facilite aussi assez de choses. Et vous allez remarquer, les gens vendent assez ici. Vous voyez, il y a les gens qui sont sortis, ils installent leurs choses à cause de cette lumière. Merci au gouvernement et à son chef, M. Patrice Talon. Nos populations sont très satisfaites de ce qui est déjà fait parce que à travers l'asphaltage, l'éclairage est venu et la mobilité est plus vraiment simple à Natitengu. Cette réalisation du gouvernement va permettre de sortir non seulement cette ville de l'obscurité, mais aussi aux populations de mener ces activités génératrices de revenus, de jour comme de nuit. Renforcement des capacités techniques des acteurs de la fabrication d'aliments de poissons. C'est à travers un atelier de formation au projet Songhai à Porto Novo, une initiative du partenariat entre le ministère de l'Agriculture et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, à travers le projet d'appui à l'atténuation des impacts du Covid-19 dans le secteur agricole et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le reportage est signé Nathalie Doris Owolabi. La cherté de l'abreuvoir de poissons constitue un handicap pour l'essor de la pisciculture au Bénin.
Pour changer la donne, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, à travers le projet d'appui à l'atténuation des impacts du Covid-19 dans le secteur agricole et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, a initié cet atelier de renforcement des capacités techniques à l'endroit des fabricants d'aliments de poissons. Il y a 2 phases par session. Il y a la phase théorique qui est faite de projection des échanges sur les connaissances des pisciculteurs et une fixation des meilleures approches de fabrication. La deuxième phase, elle se passe chez un fabricant qui a déjà une avancée en termes d'équipement et de technique et de pratique. Les participants apprécient l'initiative et souhaitent qu'elle se pérennise. Nous vous remercions d'avoir initié ce projet de formation qui nous permettra peut-être de rendre notre production locale performante. Nous aurions souhaité que des formations se multiplient afin de renforcer notre capacité qui nous permette vraiment d'être indépendants de l'importation. Je voudrais vous inviter à être assez attentifs et curieux pour tirer le maximum de notions de cette session de formation qui, j'espère, vous apportera un plus grand dans vos unités. Tout en me rassurant de votre détermination à y aller de l'avant avec cette thématique, je voudrais vous souhaiter une très bonne session. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, qui accompagne le ministère dans ce projet, n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. La directrice départementale OME des affaires sociales et de la microfinance a procédé vendredi dernier à la remise des secours nationaux aux potentiels bénéficiaires de la commune de Semekbodji. Une action du gouvernement pour renforcer sa politique en matière de protection sociale. Pris Mungbo, Nathalie Doris Oulabi pour le compte rendu. Les secours nationaux constituent l'un des dispositifs mis en place par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance pour améliorer les conditions de vie des couches vulnérables. Ce sont des appuis non contributifs et non remboursables accordés aux personnes cibles après un processus qui implique plusieurs acteurs des niveaux national, départemental et communal. Ce processus part de la base, notamment des communes et précisément des CPS. À ce niveau, les potentiels bénéficiaires sont identifiés, accompagnés et appuyés dans la constitution des dossiers de demande de secours. Une cagnotte de plus d'1 650 000 francs CFA sont alloués à la commune de Semekbodji à cet effet. La remise d'appui de ce jour ira à l'endroit de 15 personnes indigentes, 10 personnes âgées, 8 personnes vivant avec le handicap, 6 apprentis cas sociaux seront appuyés dans leur formation professionnelle. Tout en exhortant les bénéficiaires à faire bon usage de ces fonds, le maire de Semekbodji s'engage à œuvrer pour que ces appuis s'élargissent au plus grand nombre les années à venir. Je vous exhorte à faire un bon usage de ces fonds et je promets au nom de mon conseil communal que ces appuis seront élargis les années à venir pour impacter plus de bénéficiaires. Pour le compte de l'année 2022, un montant de plus de 18 millions de francs CFA a été alloué pour appuyer 363 bénéficiaires dans tout le département de l'Ouémé. Je vous l'annonçais en titre, l'université d'Abomey-Calavi bénéficie de l'appui du projet Timbuktu du PNUD. Il s'agit d'un pôle d'innovation et de technologie pour accompagner étudiants et chercheurs. Les travaux de construction ont été lancés jeudi dernier sur le campus. Jean-Claude James et Petroni Lokoso pour le reportage. Un site de 2000 mètres carrés pour donner corps à un rêve commun de l'université d'Abomey-Calavi et du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, le pôle d'innovation et de technologie dont les travaux sont officiellement lancés. Cette initiative, faut-il le rappeler, ambitionne donc de permettre à la jeunesse estudiantine africaine en général et béninoise en particulier de s'engager de manière significative dans l'écosystème de l'innovation
en tant que résolveur de problèmes, innovateur, entrepreneur, façonneur d'industrie, créateur d'emplois et concepteur de l'avenir de l'Afrique. Chaque année, sortent de l'UAC des jeunes diplômés prêts à s'engager dans une profession, mais par manque d'accompagnement, ils atterrissent dans le meilleur des cas dans des activités qui ne correspondent pas toujours à leur profil. Vous comprenez donc notre joie, en même temps notre empressement de voir le pôle d'innovation et de technologie de l'université d'Abomey-Calavi devenir opérationnel. La construction de ce joyau s'inscrit dans la mise en œuvre du projet Timbuktu du bureau régional du PNUD qui a nécessité un financement d'environ 3 millions de dollars US, soit 1,5 milliard de francs CFA environ, sur 3 ans. Son objectif, mettre en place un réseau panafricain d'innovation constitué de 8 hubs régionaux et de 10 pôles nationaux créés au sein des universités publiques dans 10 pays, dont le Bénin. Notre espoir est de voir ce module entièrement achevé, devenir un pôle d'attraction pour les innovateurs en sciences et technologies au Bénin. Le pôle d'innovation sera composé d'un makerspace plus moderne, d'un laboratoire de conception moderne, d'un espace de travail collaboratif et d'un bureau de transfert de technologie. Bientôt les élections législatives, un rendez-vous pour lequel les partis politiques affûtent leurs âmes. Ils iront à la conquête de l'électorat dans les 24 circonscriptions électorales prévues par la loi. En attendant, Ariane Da Silva nous propose ce zoom sur les 5e, 6e, 7e et 8e circonscriptions électorales. Voici. La 5e circonscription électorale regroupe 5 communes avec 6 sièges attribués, dont un exclusivement réservé aux femmes. Alada, cette commune du département de l'Atlantique, compte 12 arrondissements et 84 villages et quartiers de ville. Bomassé fait partie des 8 communes du même département et est subdivisée en 9 arrondissements. On y dénombre environ 72 000 habitants. Ouida s'étend sur une superficie de 364 km², compte 10 arrondissements et 60 quartiers de ville et villages. Tofor est la 3e commune du département de l'Atlantique en termes de superficie, 492 km² que se partagent 60 villages. Toribosito, la commune d'une superficie de 328 km², compte plus de 60 000 habitants pour 6 arrondissements subdivisés en 58 villages. Dans la 6e circonscription électorale, on retrouve Abomey-Calavi. La commune compte 9 arrondissements qui couvrent 149 villages et quartiers de ville. Soava, les 69 villages et quartiers de ville qu'elle compte sont occupés par 118 547 habitants répartis au sein de 7 arrondissements. Zé, c'est une commune de 113 villages et quartiers de ville répartis entre ces 11 arrondissements. Nombre de sièges, 8, dont un exclusivement réservé aux femmes. Niki est l'une des communes de la 7e circonscription électorale avec ses 170 000 habitants environ et ses 7 arrondissements. Bembereke, avec ses 44 villages et quartiers de ville, la commune s'étend sur une superficie de 3 348 km². Sinande compte 91 672 âmes qui vivent sur une superficie de 2 289 km² et puis Kalale qui couvre une superficie de 3 586 km². Nombre de sièges, 5, dont un exclusivement réservé aux femmes. La 8e circonscription électorale comprend Perere avec ses plus de 80 000 habitants, 61 villages divisés en 6 arrondissements. Parakou, commune à statut particulier. La ville s'étend sur 441 km² et est découpée en 3 arrondissements. Tchaourou, plus vaste commune du Bénin, avec 7256 km², soit environ 6,5% du territoire national. Ndali, la commune est située presque au centre du département du Borgou, avec 64 villages répartis dans 5 arrondissements. Nombre de sièges, 6, dont un exclusivement réservé aux femmes.
À l'instar donc de tous les partis en lice, le parti Force Kori pour un Bénin émergent affûte ses armes pour les législatives en vue. Après la rude épreuve de positionnement et celle du récépissé définitif, l'élite du parti s'active à mettre ses candidats en ordre de bataille. C'est le but de la rencontre tenue à Boycon entre le bureau politique et les candidats du centre. Reportage. Une fois certain de sa participation aux législatives de janvier prochain, le bureau politique de la Force Kori pour un Bénin émergent prend langue avec ses candidats dans les différentes régions du pays. Dans le septentrion, au sud et comme au centre, il est question d'asseoir les bases stratégiques et tactiques d'une campagne victorieuse en mettant à disposition des équipes de propagande des arguments solides et convaincants. Monsieur le secrétaire exécutif national, je mets à votre disposition les candidats du centre de notre pays pour recevoir de vous les conseils, les consignes, les instructions afin d'assurer à notre formation politique une victoire certaine au soir du 8 janvier 2023. 218 candidats au plan national, dont plus de 25% de femmes et 54% de jeunes. De quoi apporter du sang neuf à l'hémicycle, au dire du secrétaire exécutif national du parti. Nombreux sont ceux qui ont été invités et très peu ont été admis. Je voudrais saluer ce travail de qualité qui a été abattu et qui honore notre parti. Maintenant, vous êtes des candidats. Il n'y a plus de doute. C'est le moment de penser les plaies et de faire en sorte que chacun se mette au travail. Il faut qu'on avance. Avancer, c'est maîtriser quoi aller dire sur le terrain. Qui êtes-vous concrètement en tant que parti politique? À cette occasion, le programme de législature de la FCBE est parcouru de fond en comble pour la gouverne des candidats. Après l'étape du septentrion, l'Église des Assemblées de Dieu du Bénin a procédé à la commémoration de ses 75 années d'existence dans la partie méridionale du pays. Du 16 au 19 novembre dernier, plusieurs activités se sont déroulées sur le thème « Faites connaître parmi les peuples les hauts faits de l'Éternel ». Et c'est le site d'Atogon dans la commune d'Alada qui a abrité les manifestations. Une équipe de notre rédaction a suivi la cérémonie de clôture des festivités. Plus de 6000 fidèles se sont réunis sur ce site d'Atogon pour l'anniversaire de l'église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin. Ces hommes et femmes, venus des églises locales du sud du pays et même de l'étranger, se sont réjouis des hauts faits de l'Éternel en 75 ans d'existence. C'était des moments de grande émotion pour moi. Je suis ravi de voir les merveilles de l'Éternel ici au Bénin. En tant que fidèle, avec beaucoup d'émotion, j'ai constaté tout ce qui s'est passé ici. Pour la circonstance, le pasteur principal de l'église sœur de la Côte d'Ivoire exhorte le peuple sur le thème « Donnez-leur vous-même à manger ». Un extrait de l'histoire biblique sur les 5 pains et 2 poissons. Donnez-leur vous-même à manger est un appel à la responsabilité de l'église du Bénin. Après 75 années d'existence, cette église est arrivée au stade où il lui faut prendre ses responsabilités. Une distinction honorifique est faite aux anciens présidents de l'église et aux pasteurs retraités. La célébration est aussi marquée par la remise de nombreux dons. Dons de 10 000 Bibles que nous avons reçus, dons de 124 motos que nous avons reçus et dons des paquets de tôles. Cela veut dire que Dieu nous envoie annoncer l'évangile. Nos regards sont désormais tournés vers le centenaire de notre Église. Nous devons y travailler dès aujourd'hui. Des prières sont faites pour la paix et la sécurité de la nation et le flambeau est remis à la jeunesse des Assemblées de Dieu pour garder la flamme allumée jusqu'au centenaire prévu sans doute en 2047. Fin de ce 13h. Merci mesdames, messieurs pour votre aimable attention.